Bonjour à toutes et tous et bienvenue à ce webinaire intitulé Optimiser votre veille des marchés. C'est le premier webinaire de l'année du Graphi sur les achats socialement responsables. On a mis un peu de temps, on a mis 2 mois, mais il nous a fallu en fait définir les webinaires de l'année et le cycle des webinaires va démarrer et s'enchaîner tout au long de l'année. On a fait des webinaires récemment sur les coopérations au profit des SIAE. Donc, on a pas mal parlé de co-traitance, de sous-traitance. Et récemment, on a parlé donc, au mois de novembre dernier sur la sous-traitance. Et ce furent des webinaires où on a pas mal parlé aussi des pièces de marché, comment déposer une offre, mais on s'est jamais vraiment attardé uniquement sur ce sujet épineux, croustillant de la veille des marchés. C'est pas toujours facile de faire une veille des marchés. Ça peut être complexe, déconcertant. Et avec les collègues et Emma et Naba, on a voulu partager un peu nos connaissances acquises là, depuis qu'on travaille dans les réseaux, que c'est des exercices qu'on est amené à faire souvent. Euh, et on va vous donner ces tips. Et on compte aussi sur votre participation. Donc, on est un petit comité et comme proposé Emma, on peut faire un tour de table. Moi, je suis Mehdi Nekrouf, responsable coordination à l'interréseau graphique que je vous présenterai tout à l'heure et en charge des achats socialement responsables. Eh ben, je poursuis du coup. Bonjour tout le monde. Moi, c'est Emma Albert. Je travaille à Croatie de France et je suis responsable du développement économique et des accompagnements. Et je travaille avec Naba qui est avec nous aussi aujourd'hui. C'est ça, bonjour à tous. Donc moi, c'est Naba Sidi, je travaille au sein de Coras Île-de-France et je suis chargée des achats socialement responsables, donc avec Mehdi pour le marché. Et on a Géraldine aussi pour continuer avec les réseaux. Géraldine Lin, du coup, présidente du réseau Voix 95, le réseau des SIAE dans le Val d'Oise et directrice de l'association Ars 95 qui porte 2 ACI. Merci. On a Murphy qui est là aussi. Oui, bonjour à tous. Je suis Murphy Ndelendedi. Je suis chargé de mission de développement économique du réseau RIAE 94. Si, je continue sur. Ouais. Il y a d'autres réseaux. Non. Après, bah, on peut prendre dans l'ordre Clément de Carton Plein. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Clément Goyot de Carton Plein, structure d'insertion par l'activité économique, avec 2 activités principales, la collecte à vélo et le réemploi de carton, et la cyclo-logistique, donc le transport de marchandises à vélo, à la fois logistique du premier kilomètre avec de la collecte de déchets autres que le carton, mais sans la partie traitement, et après la livraison du dernier kilomètre, donc de repas, documents, colis, denrées alimentaires, etc., etc. Alors, euh, dans l'ordre. Après, on a Audrey Bernard, si vous voulez vous présenter. Bonjour, je suis Audrey Bernard, je suis responsable du pôle espace vert de l'association Alage, euh, qui est une association pour l'insertion économique dans le domaine des espaces verts et espaces naturels. Et je suis accompagnée de ma collègue Clémentine qui va se présenter. Bonjour tout le monde, je suis Clémentine Cohen-Solal, chargée de projet Espace Vert au sein de l'association Alage. Merci beaucoup. Merci. Sylvia Certan, de Coubin. Oui, bonjour. Donc, Sylvia Certain de l'association intermédiaire Coup de main, située à Paris dans le 17e. C'est une AI multiservice. Et du coup, je suis la conseillère en insertion professionnelle au sein de l'association. Merci. Aurélie, bonjour Aurélie, si tu veux te présenter. Hop, bonjour, moi je suis la responsable développement de l'association Initiative Emploi, qui est une association d'insertion à Châtillon, dans le 92. Merci. Ensuite, Joël. Oui, bonjour. Donc, je suis Joël Dury, directeur de l'association ASEC, basée à Colombes. On est une association intermédiaire. Donc, on fait de la mise à disposition de personnel sur le nord des Hauts-de-Seine. Merci.
Ensuite, Karine. Oui, bonjour. Donc, je suis Karine Jean-Jacques de l'entreprise KGJ. C'est un atelier de confection textile et de réparation aussi textile. C'est une entreprise d'insertion qui est basée à Plaisir dans les Yvelines. D'accord, merci beaucoup. Ensuite, David Santos. Oui, bonjour. Et moi, c'est David de Travail et Vie. Et nous avons deux ACI en entreprise d'insertion bâtiment. Moi, je suis chargé des projets réemploi dans les bâtiments. Et donc, voilà. D'accord, merci beaucoup. Merci. Merci. Ensuite, Bouchra Mostadi. Enfin, je ne sais pas comment ça se prononce. Bonjour, alors c'est Pam Bouchra Mostadi, j'utilise son compte. Par contre, je suis Madame De Castro, chargée de mission pour l'association Image. On est une association dans le 95 et on a 4 ACI, bâtiments, espaces verts, logistique et une ressourcerie. Merci beaucoup. Merci. Johanna. Bonjour à tous, Johanna Tinogus, je suis la directrice du groupe Servia, deux entreprises d'insertion à Saint-Thibaud-des-Vignes dans 77. Servia Plus et Servianet. Servia Plus qui fait de la logistique et de la médiation dans les gares et dans les trains. Et Servianet qui fait du nettoyage. Merci. On a Dias. Si vous voulez vous présenter. Oui. Oui, bonjour. Je suis chargée de ressources humaines, comptabilité de l'association Coup de main Paris 17e. Ah, ok. D'accord. Merci. Je vous en prie. Ensuite, Ergos. Oui, bonjour, c'est Kadia Matsoui, CIP sur l'agence Ergos Aubergenville 78, donc ETT du groupe actuel. Merci. Et enfin, on a Frida. Bonjour, je suis Frida, chargée de développement commercial chez Access Inclusive Tech. On est une EI, une EA à Saint-Denis. Et comme j'ai un peu raté le début parce que je devais télécharger Zoom, je ne sais pas quelle autre information donner, donc je m'excuse. Et je m'excuse pour le retard aussi. Il n'y a pas de souci, c'est très bien. Merci beaucoup. Ok. Eh ben, normalement, tout le monde s'est présenté. N'hésitez pas à nous dire si ce n'est pas le cas. Et si c'est bon, ben, on peut y aller. Merci à tous et toutes pour votre présentation. Oui, oui. Merci beaucoup. Donc, on a pas mal de structures différentes. C'est hyper intéressant. Des ACI, des AI, des EI. On imagine qu'il y a différents niveaux sur l'exercice là, dont on va parler aujourd'hui, de la veille des marchés. Donc, on a pensé ce webinaire pour tous les niveaux. On va revenir un peu avec, quand même, on va prendre un peu de hauteur au début. Bon, je laisserai ma collègue vous présenter le plan. Moi, je vous présente le graphique. Donc, Interréseau de l'IAE a été fondé par 5 réseaux que vous connaissez, la Fédération des acteurs de la solidarité Île-de-France, Chantier École Île-de-France, Coras Île-de-France, la Fédération des entreprises d'insertion Île-de-France et le mouvement des régies. Donc, alors on est 2 salariés au graphie pour coordonner les travaux des réseaux sur un plan d'action qui concerne différents axes. Donc, les achats socialement responsables, donc animer des temps de sensibilisation comme on le fait aujourd'hui, de montée en compétences pour les structures d'insertion et des temps, bien entendu, de sensibilisation aux acheteurs, aux facilitateurs en face, qui revient très souvent à parler aussi d'insertion par activité économique et de les aider à comprendre un peu le secteur. Aider les structures dans le développement économique et les difficultés qu'elles rencontrent, représenter le secteur auprès des pouvoirs publics, travailler sur la formation des encadrants notamment avec la formation été et sur la question des sorties vers l'emploi en créant des temps de rencontres avec les entreprises et les salariés en sortie de parcours pour des recrutements. Par exemple, on a organisé un job dating en novembre dernier. Sur les achats socialement responsables, on accompagne les structures dans différents marchés. Là, juste pour prendre 2 exemples, les Jeux olympiques et paralympiques avec la restauration pour les sites de compétition en partenariat avec Sodexo et le nettoyage du linge dans les laveries, où nous avons travaillé avant les consultations
durant la consultation et en phase d'exécution. On expliquera tout ça tout à l'heure. Merci. Du coup, quelques mots sur Coras Île-de-France, qu'on représente aujourd'hui avec ma collègue Naba, qui est donc un réseau de structures de l'insertion par l'activité économique que certaines connaissent déjà ici. Coras, c'est un réseau national et donc nous on représente la délégation Île-de-France. Nos missions principales sont favoriser la coopération, la représentation et le plaidoyer, et outiller les SIAE. Pour ça, donc, on mène des accompagnements dans les structures sur plusieurs thématiques. On a une démarche qualité, on fait des diagnostics de territoire pour les structures, on fait de l'évaluation de l'utilité sociale et territoriale, des accompagnements à la lutte contre les discriminations, voilà, des accompagnements à la communication. Et il y a un axe assez fort sur le développement économique, l'accompagnement au marché public, à la constitution de groupements et globalement à voilà, favoriser les coopérations entre structures et pas uniquement au sein de l'IAE. Et donc, on a des services au niveau de Coras National dont vous pouvez, auxquels vous avez accès quand vous êtes adhérent, donc un service de formation et enfin un service juridique. Voilà. Naba, tu t'es présenté tout à l'heure. Je peux peut-être te laisser deviner le plan. Effectivement. Alors, donc, au programme, nous allons vous présenter nos attentes donc, par rapport à ce webinaire. Ensuite, nous allons vous présenter donc, les achats salement responsables. Puis nous verrons comment aussi trouver les marchés. Et on va voir aussi les différentes plateformes. Ensuite, nous vous expliquerons ce qu'on recherche exactement. Ensuite, nous aborderons aussi comment développer les liens avec les acheteurs et les entreprises. Et enfin, nous terminerons par des conseils pratiques sur comment bien s'organiser finalement pour optimiser bien la veille. Et voilà. On enchaîne. Alors, tout d'abord, je voulais vous remercier d'avoir répondu au questionnaire. Donc là, vous pouvez voir sur l'écran un nuage de mots. Donc là, c'est vraiment les mots qui sont ressortis plus quand vous avez rempli du coup le questionnaire. Donc surtout sur vos attentes par rapport à ce webinaire. Donc là, on remarque que la plupart d'entre vous aimeraient savoir déjà comment faire une veille et comment l'optimiser. Vous cherchez à mieux paramétrer aussi vos recherches, avoir la bonne technique pour gagner du temps et aussi être plus efficace. Vous voulez aussi savoir quelle plateforme privilégier, donc comment bien paramétrer aussi vos recherches et surtout bénéficier de quelques conseils et astuces. Donc c'est parfait parce que c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc à côté, vous pouvez voir un petit camembert donc sur la fréquence par rapport aux réponses au marché public. Donc c'est super intéressant parce que là on voit des taux qui ressortent un peu plus comme les 29%. Donc on voit que c'est 29% de personnes en tout cas qui ont répondu au questionnaire qui répondent vraiment aux réponses des marchés publics. Juste à côté, on peut voir que c'est 23% de personnes qui répondent souvent et très, très souvent, c'est 12%. Donc ça fait quand même une bonne part. Et d'un autre côté, on voit quand même qu'il y a certaines personnes qui ne répondent jamais, n'ont pas l'occasion en tout cas de répondre au marché public et d'autres très souvent. Très rarement, pardon. Donc c'est super intéressant. On va essayer de voir aussi à la suite de ce webinaire finalement les explications à cela. Et voilà. Tout à fait. Donc pour prendre un petit peu de hauteur, sans être trop long sur l'introduction, il faut quand même rappeler donc deux, trois choses. Donc vous savez que il y a deux types d'achats, hein. Il y a l'achat dans le secteur privé et l'achat dans le secteur public. On se demande de temps en temps s'il existe des plateformes de recherche de marché privé. Donc moi, j'en connais pas, mais si vous en connaissez, n'hésitez pas à le partager dans le chat ou à nous en parler tout à l'heure.
L'achat privé n'est pas régi par un code, comme c'est le cas dans le code de la commande publique dans l'achat public. Et l'acheteur privé peut tout simplement envoyer son cahier des charges à une entreprise ou demander des devis à différentes entreprises. Quand on est acheteur public, on est pouvoir adjudicateur, c'est-à-dire qu'on utilise des deniers publics, l'argent public, et donc tout est très très encadré. Les entreprises qui soumissionnent, qui candidatent sont ce qu'on appelle les opérateurs économiques. Donc vous, les structures d'insertion, vous êtes des opérateurs économiques. Et alors le code de la commande publique, en fait, il est assez simple. Il y a une réforme en 2019. Toute une première partie concerne des définitions des contrats de la commande publique, où là, on indique déjà d'entrée de jeu qu'il y a 3 grands types de marchés: travaux, services, fournitures. Donc c'est ce qu'on va rechercher dans les marchés, essentiellement. La commande publique aussi, il y a des enjeux très importants de développement durable. Donc vous, solutions d'insertion, vous êtes au bon endroit, puisqu'il y a des enjeux sociaux, environnementaux, dimension aussi économique dans les achats. Et ensuite, donc le code de la commande publique annonce dans le cycle du marché, la préparation du marché par l'acheteur, ensuite la publicité et ensuite l'exécution. Donc il y a 3 grandes parties et il y a des informations aussi sur les marchés de concession. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a aussi des facilitateurs, c'est important de parler d'eux, qui sont aux côtés du pouvoir adjudicateur pour les accompagner dans la rédaction notamment des clauses, des dispositions sociales, environnementales. Et les facilitateurs sont aussi là pour accompagner les entreprises attributaires, donc les opérateurs économiques attributaires des marchés, pour les assister dans l'exécution de la clause qu'ils doivent réaliser. Il y a 3 grands principes de la commande publique et les plateformes contribuent aussi, plateformes de veille des marchés contribuent à veiller au respect de ces principes. Donc il y a la liberté d'accès, il y a l'égalité de traitement et il y a la transparence des procédures. Donc il est très important pour l'acheteur en fait d'assurer une bonne publicité pour que toutes les entreprises, les petites entreprises ou les grandes entreprises, pour que n'importe qui à l'échelle du territoire puisse candidater. L'égalité de traitement et la transparence dans les procédures. En gros, ça revient vraiment à communiquer sur les règles du jeu dans les règlements de consultation, de mettre les critères d'attribution des marchés, que tout soit clair, précis, tangible. Et quand il y a, par exemple, aussi des demandes de précision de certains opérateurs économiques, il est important de communiquer à tout le monde. Les plateformes contribuent à ça parce que quand vous êtes inscrit sur un marché, vous allez souvent recevoir des notifications avec des réponses qui sont adressées à l'ensemble des soumissionnaires. Et c'est souvent une question qui a été adressée par un opérateur. L'acheteur, il va répondre de manière à ce que tout le monde ait l'information. Donc, ceci étant dit, on va aussi évoquer les 3 grandes phases du marché, le cycle de vie d'un marché. Donc, il y a avant la consultation, il y a la consultation et l'exécution. Pourquoi on va vous parler de ça dans les interventions qui vont suivre? Parce que vous pouvez être dans la 2e étape de la consultation dès la mesure de publicité, dès que l'acheteur en fait publie son marché. Et vous pouvez aussi bien en amont, être informé, vous doutez que le marché est en préparation et que il va bientôt sortir, et vous pouvez même, dans les échanges que vous allez avoir avec l'acheteur, avoir une fenêtre de sortie de cet achat, de ce marché. C'est là où c'est très intéressant. Ça vous permet en fait de contribuer au process avec l'acheteur qui a donc en premier un besoin, et au fur et à mesure des échanges qu'il va avoir. Alors il peut y avoir donc le code de la commande publique encourage beaucoup le sourcing. Donc il y a un article ici R 2111 alinéa 1 qui dit: afin de préparer la passation d'un marché, l'acheteur peut effectuer des consultations ou réaliser des études de marché, solliciter des avis ou informer les opérateurs économiques de son projet et de ses exigences. Donc certains acheteurs vont aller sur le marché de l'inclusion, sourcer sur des plateformes, mais ils vont aussi solliciter les réseaux et solliciter les structures pour aller à votre rencontre. Et ils vont aussi réfléchir à une stratégie d'achat socialement responsable. Donc, est-ce qu'ils vont faire une mise en concurrence ou pas?
Donc il y a un enjeu aussi de seuil. Moins de 40 000 euros, on n'est pas obligé de faire une mise en concurrence. Est-ce qu'ils vont aller sur un marché ordinaire, au forfait ou un accord cadre, c'est-à-dire donc faire un contrat avec une structure, avec un opérateur économique ou plusieurs opérateurs économiques, à qui ils vont envoyer des bons de commande ou bien les remettre en concurrence en envoyant des marchés subséquents. Il y a des procédures adaptées, des procédures formalisées dont on reparlera tout à l'heure. Il y a des allotissements aussi, est-ce qu'il faut allotir ou pas? On rappelle que l'allotissement est très important parce qu'il favorise plusieurs dispositifs et activités support à l'insertion. Il favorise aussi l'utilisation de différents leviers d'achat socialement responsable et il ouvre la concurrence. Quand vous avez différents lots, vous allez avoir plusieurs contrats avec l'acheteur va avoir plusieurs contrats et donc plusieurs opérateurs économiques en face. Il y a aussi dans la stratégie d'achat socialement responsable les classiques qu'on retrouve. Donc c'est hyper facile. Il y a la condition d'exécution à caractère social. Ça, en général, c'est des heures que l'opérateur économique, donc attributaire, doit réaliser au profit de personnes qui sont éligibles à la clause sociale d'insertion par activité économique. Comment réaliser ces heures? Vous avez trois façons. Soit l'entreprise donc, va embaucher des personnes dans ses effectifs, soit va passer par une association intermédiaire ou une ETTI qui va se charger d'embaucher pour elle des personnes et les mettre à disposition. Et soit elle va s'allier avec une entreprise d'insertion ou un atelier et chantier d'insertion pour faire de la co-traitance ou de la sous-traitance. En parallèle de ce levier phare qui est la condition d'exécution, vous avez la condition d'accès, c'est souvent donc les marchés réservés. Pour accéder à un marché, il faut être un opérateur économique qui relève de l'IAE, du handicap, donc une entreprise adaptée, un ESAT, une SIAE, peuvent répondre aux marchés réservés. Vous avez aussi les critères d'attribution sociaux et environnementaux, où là, vous allez avoir des critères pondérés de 5 à 10, 15, 20, 30%, où l'opérateur va être évalué sur le fait de former, d'accompagner des personnes éligibles à la clause, de ces pratiques vertueuses pour l'environnement, etc., etc. Donc, une fois qu'il a sourcé et fait un peu défini la stratégie d'achat socialement responsable, il définit au fur et à mesure précisément sa définition technique. Et c'est là où vous pouvez aussi orienter un petit peu sa définition technique avant de vous retrouver avec un marché qui est publié et où vous avez des exigences auxquelles vous ne pouvez pas répondre. Vous avez aussi la rédaction des pièces, qui est la fin de cette première étape, et qui matérialise tout ce que je viens de dire, c'est-à-dire qui met le cahier des charges techniques, le règlement de consultation, les prix, etc. Et donc l'acheteur va laisser à peu près un mois, des fois c'est moins, des fois ça peut être 2 semaines, 3 semaines, des fois plus, pour l'opérateur économique pour répondre. Il faut savoir que avant la consultation, on peut être sur des durées très longues, 2 années, des fois plus, des fois ça peut être 6 mois. En tout cas, ça prend quand même beaucoup plus de temps. Là, quand on est en consultation, on est un peu sous pression, dire ça comme ça. Il faut anticiper cette pression. C'est pour ça que organiser en amont des groupements de structures d'insertion peut être hyper important, hyper intéressant, de vous connaître avant, de développer un peu ces mécanismes pour ensuite, en temps et en heure, pouvoir répondre et gagner en efficience. L'exécution, on ne va pas trop en parler ici dans ce webinaire. Voilà, on va se concentrer vraiment sur les premières et les deuxièmes phases. Donc là, on vous a mis les différents dispositifs que je viens de citer. Vous pourrez les consulter ultérieurement quand on vous enverra le support. Vous avez aussi les articles de loi. Est-ce que ça va jusque-là, ou est-ce que vous avez des questions, des réactions? Moi, ça va.
D'accord. C'est clair, ça va? Ok, donc je continue. Euh, alors, il y a effectivement, on arrive un peu là dans le vif du sujet avec les différents sites d'aide au marché. Euh, il y en a deux types, en fait, deux grandes familles. Il y a ceux qui recensent tous les marchés. Et il y en a certains, il y en a deux exactement, donc le bulletin officiel d'annonce des marchés publics et le journal officiel de l'Union européenne, qui vont recenser euh, les, tous les marchés en procédure formalisée. Donc, il y a deux procédures. Il y a la procédure adaptée et il y a la procédure formalisée. Donc, dans la procédure formalisée, vous avez ce qu'on appelle l'appel d'offres ouvert ou l'appel d'offres restreint. Ouvert, c'est ouvert à tous. Restreint, c'est quand vous avez 3, 4 opérateurs économiques qui sont invités à candidater. Après, vous en avez d'autres comme le dialogue compétitif et un quatrième que j'ai oublié. Mais néanmoins, on va se concentrer là sur l'appel d'offres et sur le marché à procédure adaptée. Donc, en fait, on ne devrait pas utiliser le terme appel d'offres à tout va, puisque justement, l'appel d'offres s'applique, donc ce terme s'applique à partir des seuils qui sont indiqués ici à l'écran, c'est ce qu'on appelle les seuils européens. Donc, en gros, plus les seuils sont élevés, et plus la procédure est formalisée, c'est-à-dire que l'acheteur a beaucoup moins de marge de manœuvre que lorsqu'il est sur une procédure adaptée, dans ce qu'on appelle le MAPA, où là, l'acheteur choisit un peu librement sa publicité. Il choisit sa publicité, il peut en fait choisir aussi la durée de consultation et il peut de temps en temps aussi interrompre son MAPA sans forcément, voilà, en le déclarant sans suite ou en disant qu'il est infructueux. Il n'est pas obligé de donner des justificatifs de refus auprès des opérateurs économiques. En fait, l'opérateur économique doit le demander. Et il y a une possibilité de négocier aussi avec l'opérateur une fois qu'il a déposé son offre, ce qui n'est pas possible en procédure formalisée, où là, l'acheteur doit absolument donner aussi justifier pourquoi il n'a pas pris l'opérateur qui a soumissionné. Donc, on va rentrer un petit peu dans le détail de ces plateformes. En premier, il nous a paru important de parler des sites web des collectivités. Donc là, vous avez, donc c'est souvent ce qu'il faut faire en premier, aller voir vos collectivités, les rubriques marché public, qui donnent pas mal d'informations sur la politique des dispositions sociales et environnementales de la commune ou du département. Il y a aussi des rapports précis. Là, vous avez deux exemples, la ville de Clichy et le conseil départemental de Seine-Saint-Denis, qui utilisent ni plus ni moins que des plateformes en fait de marché existantes, qui sont Maximilien et AWS. Ensuite, vous avez Maximilien, je pense que c'est un site que vous connaissez, vous en avez entendu parler. AWS aussi, il y en a d'autres, achats publics, marché online. On ne va pas toutes les détailler. Là, pour prendre un petit peu l'exemple de Maximilien, vous avez donc la possibilité d'aller sur une recherche avancée. On vous conseille dans les lieux d'exécution d'indiquer le département à minima. On vous conseille aussi d'utiliser des recherches par mots-clés ou bien de rechercher l'entité publique, donc l'acheteur, le pouvoir adjudicateur, et peut-être un peu moins d'utiliser les filtres sur l'ESS, donc l'IAE, les dispositions sociales. On s'est rendu compte qu'ils ne marchaient pas forcément. Oui, c'est qu'il ne fonctionne pas le filtre sur les considérations sociales. En fait, vous ne trouverez rien sur Maximilien. C'est pas pour ça qu'il n'y a pas de marché qui intègre des considérations sociales. Donc voilà, petite alerte là-dessus. Ok, alors moi de mon côté, je vais vous présenter la plateforme AWS. Donc, je la trouve vraiment facile au niveau de toutes ces informations. Donc là, on peut trouver le type d'annonce, donc si elle est expirée, en attribution ou bien des données essentielles.
Au niveau de la nature, on peut trouver les travaux, les services et les fournitures. Donc vraiment, ça dépend finalement de vos besoins. Donc là, au niveau de la procédure, on peut voir tous les différents types de procédures. Mais on va vraiment se focaliser sur le département parce que c'est vraiment le champ le plus important finalement. Donc là, moi, je sélectionne Île-de-France, par exemple. Ensuite, je vais mettre un mot-clé. Donc, c'est vraiment le mot-clé de votre choix. Donc, moi, pour ma part, je vais mettre entretien, par exemple. Là. Ensuite, là, on peut retrouver aussi des informations qui ne sont pas forcément importantes à renseigner. Donc, voilà, mais après, ce qui est quand même assez important, c'est vraiment les critères particuliers. Donc, on va retrouver les critères sociaux et environnementaux. Donc, moi, je décide de cliquer sur les deux cases. Et là, on retrouve 9 avis. Donc, les 9 avis, on voit que c'est 2 avis au niveau des travaux et d'autres 7 avis au niveau des services. Donc, c'est super important. Et puis là, je retourne quand même sur ma page d'avant. J'enlève le mot-clé et je garde quand même des critères. Et ce qu'on peut retrouver là, c'est qu'il y a plus d'avis. Donc, on voit qu'il y a 66 avis. Donc, c'est parce que j'ai enlevé les mots-clés. Donc, ça dépend, encore une fois, de vous et ce que vous recherchez au niveau de vos recherches de marché public. Et ce que je trouve aussi intéressant sur ce site, c'est qu'on trouve aussi la date de publication, mais aussi la date limite. On retrouve les critères donc, sociaux et environnementaux. Et donc, on retrouve aussi finalement plusieurs champs comme consulter l'avis, le DCE, le règlement de consultation. On peut aussi contacter l'acheteur pour retrouver toutes ces informations-là. Et quand je clique donc voilà, sur ce champ-là, on peut retrouver toutes les informations sur l'acheteur. Donc, c'est super important ça pour après alimenter la base de données. Donc, on va retrouver l'objet du marché. Donc là, on va voir c'est les travaux de forage. Donc là, on trouve vraiment toutes les informations sur le marché. Donc, on voit si il y a des lots ou pas, des allotissements. Donc là, on voit qu'il y a 4 allotissements, par exemple. On voit le montant et aussi la référence. Ensuite, quand je descends un peu, voilà, on voit qu'il y a un peu plus d'informations sur le marché. Mais on voit que c'est un marché qui n'est pas réservé. Donc ça, c'est aussi un critère qui est assez important. Et donc, quand je descends encore un peu, on voit aussi toutes les informations voilà, un peu sur l'offre, le dépôt, mais aussi sur des renseignements un peu complémentaires, si vous en avez besoin. Donc là, c'est vraiment une présentation sur AWS, c'est vraiment une plateforme que je trouve assez simple d'utilisation, mais comme Lydie a présenté, il y a aussi plusieurs types de plateformes, c'est vraiment selon votre choix. Ensuite, on fait un petit focus sur Place, qui est la plateforme des achats, donc PL, plateforme AC des achats de l'État, et qui ressemble beaucoup à Maximilien. C'est la même technologie, la même interface, sauf que la couleur, c'est bleu au lieu de rouge. Voilà, petit détail. Ensuite, quand on va, donc déjà, voilà, vous n'êtes pas, quand vous arrivez sur ce site, vous connaissez Maximilien, vous n'êtes pas étonné. Recherche avancée. Toujours la même chose, vous pouvez rechercher par mots-clés et avec des lieux d'exécution. Ensuite, quand vous arrivez, alors il y a juste une étape d'avant, vous allez avoir la liste des marchés, vous allez cliquer dessus. Ensuite, ici, il faut juste imaginer qu'en haut, il y a la description de l'objet et juste en bas, on parle de la bourse à la cotraitance. Alors, on voulait vous en parler parce que ça, c'est aussi important. Vous pouvez manifester en fait votre désir de coopérer parce que le marché est trop gros, vous n'avez pas les capacités pour répondre seul, mais vous pouvez manifester votre intérêt à coopérer, donc en étant sous-traitant ou co-traitant. Et pour ce faire, en fait, il faut s'inscrire sur la plateforme. Il faut s'inscrire à cette étape-là, remplir son nom, sa structure, son numéro de SIRET, son adresse. Et ensuite, normalement, la petite tête ici va être grisée. Ça veut dire souvent que vous allez arriver sur une consultation. Et si un autre opérateur économique a fait ça, vous allez pouvoir le voir et prendre contact avec cette entreprise. Ça, c'est vraiment
le top du top. C'est pas un outil qui est énormément utilisé, hein, la bourse à la co-traitance, faut pas vous mentir. Il y a des structures qui sollicitent les réseaux. Il y a il y a des structures aussi qui regardent un petit peu des fois les avis d'attribution pour voir qui fait cette activité. C'est un peu aussi ce qu'on fait nous. Mais voilà, on devrait, je pense, encourager l'utilisation de cet outil qui est pas mal pensé. Ensuite, vous avez aussi les plateformes propres aux entreprises, décidément. Elles s'y mettent aussi. Donc là, la RATP, Groupe La Poste, la SNCF, bah, en fait, il s'avère qu'elles utilisent aussi la même technologie qui se présente comme ça. Donc c'est assez simple. Au lieu d'avoir objet du marché, là, dans la colonne avec ce qui est écrit en bleu, vous avez le titre du dossier. Donc vous avez aussi les dates de publication, les catégories, hein, travaux, services, fournitures, la date limite d'affichage, qui est la date limite de candidature. Vous avez aussi Approche, vous en avez peut-être entendu parler. C'est la programmation des achats de l'État. Là aussi, c'est une plateforme qui n'est pas encore énormément utilisée, mais qui est intéressante parce qu'elle est censée en fait indiquer, elle indique les besoins des acheteurs qui ne sont pas encore rédigés sous forme de marché. Et donc, ça encourage le sourcing et les échanges entre les acheteurs et les opérateurs économiques. Donc, quand vous arrivez sur cette plateforme, on vous conseille d'aller afficher la recherche avancée, votre périmètre géographique toujours. Ensuite, vous pouvez chercher, par exemple, les marchés, alors les besoins, donc et les achats en prévision et les marchés donc réservés. Et ensuite, tout s'affiche. Là en bas, vous avez l'objet du marché, prestation de location d'entretien de linge d'office de restauration et d'hôtellerie. Vous allez avoir donc, le pouvoir adjudicateur, hein, c'est le ministère de l'Éducation nationale. Vous allez avoir une fourchette assez vaste pour la dépense et vous allez avoir la date de publication estimée, 4e trimestre 2024. Ça, c'est un screenshot qui est un peu ancien de l'année dernière. Mais voilà, dans l'idéal, vous pouvez aussi, avec différents onglets, retrouver la synthèse du besoin. Il y a la durée en plus du marché. Vous pouvez avoir aussi des échanges entre l'acheteur et les opérateurs économiques. Et cliquez sur ça m'intéresse si ce besoin d'achat vous intéresse. En fait, vous pourrez ensuite recevoir une notification lorsque l'acheteur aura transformé son besoin en consultation et vous pourrez être informé de la publication du marché. On va finir avec les deux que j'évoquais tout à l'heure, donc le journal officiel de l'Union européenne et le BOAMP. Pour les procédures formalisées, néanmoins, on se le disait un peu avant de commencer le webinaire, c'est-à-dire que les acheteurs utilisent ces plateformes pour indiquer aussi plus largement, pour être très transparent et pour indiquer tout type de marché, même des petits marchés. Donc le journal officiel de l'Union européenne, moi c'est celui que j'utilise personnellement le plus, parce que quand vous tapez un mot-clé, il est surligné ensuite dans les objets qui affichent, et il est même surligné ensuite dans les avis d'appel à la concurrence. Ce qu'il faut savoir donc ici, c'est que vous avez juste le lieu d'exécution avec des codes. Voilà, il faut choisir Île-de-France ou bien votre département. Et là, par contre, vous n'allez pas tomber sur la possibilité de télécharger le dossier de consultation. Vous allez avoir ici qui va s'afficher l'avis d'appel public à la concurrence. Donc, c'est un format compilé, un peu pompeux à lire, mais quand on le lit, plus on va aller lire et plus on va être à l'aise avec ça. En fait, c'est toujours des informations qui se répètent. Vous avez l'objet en premier, le lieu d'exécution, la valeur, la durée du marché. Vous allez avoir les lots. Donc, lot 1, souvent, c'est des informations qui sont reprises, description, durée, etc. Lot 2, la même chose. Lot 3, donc des fois, c'est un peu long, mais vous pouvez vous guider par l'allotissement. Et puis, en général, en bas d'avis, vous allez avoir les dispositions sociales et environnementales. Donc, sur cet avis d'appel public à la concurrence, tout en haut, vous avez le pouvoir adjudicateur. Et en dessous, normalement, vous avez le lien de la plateforme où vous allez pouvoir télécharger le dossier de consultation des entreprises.
Donc moi, ce que j'aime beaucoup avec ce site, c'est que vous n'êtes pas obligé de télécharger tous les dossiers de consultation sous format zip avec toutes les pièces de marche à l'intérieur. Vous pouvez, sur un simple avis, le balayer du regard, descendre juste en bas et passer d'un avis à l'autre. Et si vous en avez repéré un qui vous intéresse, à ce moment-là, allez sur le site de la plateforme qui est indiqué dans le lien, comme je disais en haut, et pour aller vous inscrire, manifester votre intérêt et télécharger le DCE. Il peut arriver que le lien ne soit pas correct, ou il redirige en fait sur une page, par exemple sur la page d'intro de Maximilien. Là, il faut le rechercher. Voilà, ça prend un peu de temps. Des fois, vous pouvez le chercher aussi avec le numéro d'avis du marché sur Google. Vous pouvez faire un copier-coller de l'objet sur Google et vous allez, sans trop de difficultés, pouvoir le retrouver. Voilà. Voilà, du coup, pour les plateformes, quelques conseils maintenant pour ça. On a déjà parlé un petit peu des filtres, comment faire sa recherche, etc. C'est quelques conseils qu'on vous donne, qu'on utilise nous. Mais encore une fois, on est vraiment hyper partant si vous avez des conseils à nous donner, parce qu'on sait qu'il y en a parmi vous qui font déjà une veille. Donc voilà, n'hésitez pas à partager les vôtres. En gros, quand on fait sa veille, il y a plusieurs méthodes. Et quand je dis ça, c'est pas qu'il y en a une qui est mieux qu'une autre. C'est vraiment à vous de voir ce qui vous correspond le mieux, sachant que vous pouvez utiliser toutes les méthodes à la fois. Soit on va aller créer sa recherche à chaque fois. Ça peut être assez chronophage, surtout si en fait on cherche toujours la même chose. Donc pour ça, il y a les techniques suivantes. Mais selon moi, ça permet quand même de diversifier ses recherches, de pas mettre toujours les mêmes mots-clés, potentiellement du coup de pas passer à côté de certains marchés qu'on n'aurait pas vus en utilisant toujours les mêmes recherches qu'on a enregistrées. Ça permet aussi de changer de plateforme parce que comme on l'a dit, les marchés ils sont pas sur toutes les plateformes à la fois en général. Voilà. On peut aussi programmer ses alertes. On l'a vu aussi dans vos réponses au questionnaire. Il y en a pas mal d'entre vous qui utilisent les alertes. Nous, par exemple, avec Mehdi et Naba, c'est pas quelque chose qu'on apprécie aussi parce que nous, on fait une veille au niveau de l'Île-de-France, donc c'est vrai que ça ferait beaucoup d'alertes, mais voilà, pour nous, c'est un peu comme des spams, quoi, et donc ça, c'est pas forcément efficace pour faire sa veille selon nous. Donc, par exemple, moi, ce que j'utilise, c'est que je préenregistre mes recherches. Je vais vous montrer juste après sur le BOMP, c'est assez facile. Il y a d'autres plateformes qui permettent de le faire. Et en fait, c'est assez facile. Le principe, c'est que c'est comme quand on programme une alerte, mais ça enverra pas de notification. Et donc, en fait, je vais pouvoir retrouver mes recherches enregistrées. Ça implique quand même d'avoir un compte, mais après, du coup, je vais pouvoir les retrouver, les modifier si je veux, et surtout les lancer quand j'en ai envie. Et donc, tous les jours, je vais pouvoir relancer mes recherches et donc pas recevoir de notifications pour ça. Donc voilà, ça dépend aussi si vous êtes assidu ou pas. Les alertes, c'est très pratique quand vous n'avez pas forcément beaucoup de temps. Voilà quoi. Mais si on fait des alertes, notre conseil, c'est vraiment de bien les cibler pour pas recevoir des mails toute la journée et en fait devoir après refaire comme une veille et aller chercher toutes les informations sur ces marchés, ce qui annule un peu l'effet des alertes, quoi. Du coup, sur les filtres qu'il faut appliquer, il y a des filtres géographiques. Ce qu'on remarque, c'est que souvent, au plus précis, on peut arriver à l'échelle d'un département. Si vous avez par exemple un territoire de conventionnement qui est plus petit qu'un département, ça peut être pratique d'aller sur des échelles territoriales plus fines. Pour ça, on peut mettre le filtre non pas au niveau géographique, mais au niveau de l'acheteur. Pareil, on a un petit exemple pour ça après. Ça peut être assez pratique. Donc vous pouvez mettre des filtres sur les critères sociaux. Faites toujours attention, encore une fois, parfois ils ne fonctionnent pas. Et donc mettre des mots-clés sur les secteurs d'activité.
Comme je disais, on peut quand même passer à côté de certains marchés quand on met des mots-clés trop précis ou en tout cas quand on utilise toujours les mêmes. Euh, voilà, on peut passer à la suivante. On peut faire un petit exercice ensemble si vous voulez. Euh, Déjà, si, je ne sais pas, peut-être vous avez un bout de papier à côté de vous, un crayon, essayez de réfléchir pour ceux qui font déjà leur veille ou aussi pour ceux qui ne la font pas encore, à quels mots-clés vous pouvez utiliser ou quels mots-clés vous utilisez quand vous faites votre veille. Euh, Vous pouvez essayer, voilà, en quelques secondes, minutes, de réfléchir à ça. Globalement, si vous vous rendez compte que vous utilisez toujours le même ou les deux mêmes, essayez de réfléchir à voilà, comment je peux diversifier les mots-clés que j'utilise. Vous pouvez en pré-enregistrer ou mettre des alertes sur voilà, d'autres, peut-être nouveaux mots-clés qui vont vous permettre d'avoir plus de voir plus d'opportunités. Pourquoi pas aussi des trucs auxquels enfin, voilà, vous avez jamais pensé et ça peut donner des nouvelles idées, quoi. Euh, Par exemple, là tout à l'heure, on avait des exemples de recherche avec le mot blanchisserie. Et ben, on peut se dire que voilà, si on fait de la blanchisserie, on va pouvoir programmer des alertes ou faire nos recherches avec les mots linge, vêtements, entretien, parce qu'on se rend compte que souvent, dans les rédactions de marché, il n'y a pas forcément le mot blanchisserie qui ressort, mais ça va être entretien du linge, ou voilà, des choses comme ça. Donc voilà, petit exercice intéressant à faire. Et si vous voulez nous partager vos mots-clés, n'hésitez pas. On peut vous donner la parole aussi. Ouais. On a beaucoup parlé, mais On a beaucoup parlé. on peut prendre un temps. Est-ce que c'est des exercices que vous faites, ça? Je ne sais pas si Clément, tu es toujours là. Toi, tu nous sollicite de temps en temps. C'est ça, c'est Clément. Ouais, carrément. En termes de mots-clés un petit peu, c'est qu'on utilise des termes assez différents. Typiquement, nous, donc, vu que c'est de la cyclo-logistique, mais c'est un terme qui n'est pas forcément toujours utilisé beaucoup dans les intitulés de marché. Donc, on va utiliser quand même cyclo-logistique, mais aussi éventuellement logistique, livraison, transport, vélo. Voilà, on essaie de varier un petit peu avec tout le champ lexical de nos activités pour essayer d'avoir le maximum de résultats, tout simplement. Ouais. Et tu utilises des fois des mots en lien avec un peu les dispositions sociales, environnementales, insertion. Non, assez peu, parce que je sais pas, j'ai jamais trop pensé dans ce sens-là et je me suis dit que je tomberais sur des résultats qui seraient assez peu pertinents, peut-être. Mais peut-être que ça vaut le coup d'essayer. Voilà. Et peut-être juste, si je peux me permettre pendant ce petit moment, de revenir un peu sur les différents sites dont vous parliez. Il y a une petite différence que j'ai pas trop compris entre Maximilien et Place. En fait, Maximilien, c'est la plateforme des marchés franciliens. Donc, la différence, c'est il y a un préfiltre en fait qui tient à la plateforme qui va te montrer les marchés en Île-de-France. En fait, oui, et Place, c'est les services de l'État, les établissements publics, les ministères. Voilà. Place est très utilisé par Pas la. que. Hein? Pas que. Pas que, non. Et j'en profite tant qu'on est sur les sites. C'est vrai que du coup, on est inscrit sur plusieurs sites. Des fois, je m'y perds un peu sur ceux même sur lesquels on est inscrit. Il y en a certains qui sont à moitié un peu marchands, typiquement marché online. Des fois, je reçois des alertes avec différents marchés. Et il y en a, par exemple, qui sont masqués parce que je suis pas abonné, quoi, tout simplement. Et l'abonnement, le prix est un peu dissuasif généralement. Est-ce que vous avez quand même des recommandations sur, je sais pas, un ou deux sites sur lesquels c'est vraiment super important vraiment intéressant sur lesquels être référencé, ou sinon sur une autre chose, une autre plateforme qui permettrait de tout centraliser. Je sais qu'à un moment, il y avait, j'ai entendu parler de Nukema, mais je sais pas du tout ce que ça vaut. Je crois que c'est un service payant, ça, il me semble. Oui, ça, ouais, je crois. Tout à fait. Ouais. Moi, on m'en a dit du bien. Je sais que c'est utilisé par les collègues de la CRES, la Chambre régionale de l'ESS.
notamment pour trouver des marchés un peu de formation, de sensibilisation des élus à l'ESS. Ils en sont contents. Mais perso, je n'utilise pas ça. Ouais, nous, on n'utilise pas, c'est vrai, de plateformes payantes. Mais peut-être que les autres, oui, si les autres, vous avez des... En fait, c'est des sites qui te permettent de condenser un peu les résultats sur tous les autres sites, c'est ça? Et qu'on n'a pas creusé ce sujet. Après, Mais sinon, sur un ou deux sites où être vraiment présent, encore une fois, par exemple, ce que je disais sur marché online où là, il y a certaines choses qui sont payantes, est-ce que vous recommandez quand même, je sais pas, par exemple, d'avoir un trio, je dis n'importe quoi, AWS, Place et Maximilien, c'est un peu la base et le mieux, ou est-ce que vous diriez, bah, je sais pas, il y a un top 5 sur lesquels être, ou en fait, non, il faut être un peu de partout? Ouais, je dirais que ça dépend vraiment de votre utilisation aussi. Il y a des plateformes qui sont plus ou moins simples d'utilisation. Vous allez plus ou moins vous y retrouver. Alors, c'est assez personnel aussi, mais moi, je dirais prendre celle, c'est d'ailleurs ce qu'on fait nous, hein, celle où on a la meilleure utilisation personnelle. Donc, ouais, peut-être essayer un peu tout. Et puis, vous voyez après où est-ce que vous vous y retrouvez le mieux. Après, enfin. On a pris quelques conseils, voilà, par exemple, moi j'utilise pas mal le BOAMP, je m'y retrouve pas mal. Moi, j'utilise pas de mots-clés, notamment parce que moi, je suis association intermédiaire, donc on est multisecteur. Ouais. Par contre, je vais cibler la localisation géographique, Ouais. puisque pour le coup, on est territorialisé par la Driette. Donc je me base plus sur la recherche géographique pour lancer mes recherches en automatique et mes alertes. Après, si je fais une recherche très ponctuelle et je vais sur une place, enfin un site, si je recherche vraiment quelque chose de précis, je vais passer par mots-clés. J'avais une petite question concernant le JOUE. C'est la plateforme TED dont on parle? oui, c'est ça, exactement, oui. Ok. Parce que TED.org. ouais, j'étais inscrit dessus et j'ai malheureusement perdu le mot de passe d'accès et tout ce qui est réactivation ou réinitialisation de mot de passe, ça marche pas. C'est-à-dire que je reçois jamais le mail de réactivation. Donc Ah mince. mon compte est perdu, quoi. Normalement, tu as quand même accès sans compte quand tu fais tes recherches. Ouais, mais si je veux recréer une alerte et l'enregistrer, il faut que je sois Ouais, ouais. contacté, enfin Ouais. enregistré. Et j'avais une autre question, oui, par rapport aux critères sociaux. Où Mehdi, tu disais que Maximilien, le critère n'était pas fiable. Concernant les plateformes, je crois que c'était les collectivités qui utilisent, on va dire, la même architecture. Est-ce que le critère, lui, est quand même plus fiable ou pas? Ou est-ce que cela reste le même défaut que Maximilien? Bah, sur les collectivités, je sais pas si elles ont pas tous ces filtres en fait. Elles ont juste la liste des marchés qui sont actuellement publiés sur, tu vois, Maximilien, par exemple. D'accord. Donc c'est des listes de 5 à 10 marchés, peut-être moins, Ouais, ok. qui Parce s'affichent que, comme ça. C'est plus simplifié. parce que j'avais bien repéré que Maximilien, le critère social, bah, ça sort rien du tout, quoi. Ouais, c'est ça. Donc c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Ouais. Euh, C'était tout Après, pour moi. Ouais. effectivement, ok. Et on se demandait effectivement pour les associations intermédiaires, les termes mis à disposition personnel ou des fois même intérim, pourquoi pas, ou service à la personne, ça c'est pas. Ouais, alors après, l'idée aussi pour moi, c'est aussi d'identifier des marchés où je pourrais éventuellement répondre en co-traitance avec une EI ou Ouais, une entreprise plus classique, mais bon, ça ne s'est pas encore trouvé. Mais l'idée, c'est ça, c'est que sur une activité qui pourrait convenir, où nous, on pourrait venir en second couteau sur la mise à disposition, voilà, ça peut être pas mal d'identifier ouais, une EI avec qui on pourrait répondre. Donc c'est pour ça que je ne mets pas de critères sur mise à disposition ou des choses comme ça. ok. Donc tu te bases potentiellement sur les activités aussi de tes potentiels co-traitants. Oui, Ça peut être peinture, espace vert, voilà. autres. Ça va D'accord. être services et travaux, mais pas fourniture par contre. Ok. Parce que nous, on peut pas y aller, quoi. Ouais. Ok. Et du coup, ça fait pas énormément d'alertes. Y a pas de spam. Non, parce que je suis en alerte, je suis sur le BOMP, sur AWS, et j'en ai une troisième. J'ai Maximilien, mais c'est très très rare que j'en ai.
Et j'en ai une troisième où j'ai une alerte par semaine. Après, je programme les alertes, certains par semaine et pas tous les jours. Ouais. Donc, je n'ai pas non plus, je suis pas noyé par les Ça, c'est bien. alertes. Ensuite, on a un petit focus sur un exemple d'utilisation du BOMP. C'est donc ce dont je vous parlais à l'instant, sur le fait de préenregistrer ces recherches. On verra à la fin, en fait, ça vous permet d'enregistrer la recherche et vous pouvez ou la sauvegarder et comme ça la lancer, comme je disais, ce que je fais moi quand je veux, quoi. L'enregistrer en favori, par exemple. Et ça vous permet aussi de programmer des alertes sur ces recherches. Donc, mais au moins, ça vous laisse libre de choisir entre les deux et de ne pas refaire votre recherche à chaque fois dans tous les cas. Donc là, par exemple, comme je vous disais, par exemple sur le BOMP, en fait, le filtre géographique, il s'arrête au niveau départemental. Moi, j'ai une AI comme Joël, par exemple, et je peux intervenir à Nanterre, et ben, je vais mettre le filtre géographique au niveau de la commune de Nanterre, non pas sur le filtre géographique, mais sur le filtre acheteur. Donc, je vais aller chercher, là en haut à gauche, on va chercher un marché de la ville de Nanterre pour voir comment s'appelle l'acheteur. Je lance la recherche et je vois le nom de l'acheteur à gauche, là, commune de Nanterre. Je vais prendre ce nom-là, relancer une recherche et dans le filtre acheteur, je vais mettre exactement le nom de l'acheteur, donc commune de Nanterre. Et là, vous voyez en bas, je peux sauvegarder la recherche. Je peux passer. Voilà. Et ensuite, donc, ça se présente comme ça. Vous pouvez la nommer. Donc, par exemple, si j'ai envie de faire des recherches sur plusieurs villes, je vais faire la même chose avec toutes les villes qui m'intéressent. Je vais pouvoir les nommer à chaque fois. Et toutes vos recherches vont être au même endroit. Donc, c'est assez pratique. Vous pouvez évidemment ajouter des critères à ces recherches. Là, on a mis critères sociaux et avis en cours. Et donc, tous les marchés qui réunissent tous ces critères vont s'afficher à chaque fois que vous lancez la recherche. Et voilà comment ça se présente à la fin. Donc, vous pouvez lancer la recherche à tout moment, la modifier, et en haut à droite, vous voyez, vous pouvez activer les alertes. Comme je disais, vous l'ajoutez à vos favoris. Moi, je trouve ça assez pratique. Comme ça vous permet de la lancer, voilà, quand vous avez une minute, et ça vous envoie pas de notification pour autant. Mais rien ne vous empêche de le faire évidemment. Voilà. Donc là, il faut être connecté au BOAMP. Et dans le tableau de bord, tu peux accéder à C'est tes sur ton compte. T'accèdes après à toutes tes recherches enregistrées. Ok. Voilà. Mais c'est pas très compliqué à faire, quoi. Comme compte. Ok. Là, on vous propose un petit focus sur l'utilisation de gestionnaires de mots de passe. C'est quelque chose qu'on utilise nous chez Coras, qu'on trouve assez pratique. Et puis, si vous faites déjà une veille des marchés, mais même pas forcément, vous pouvez expérimenter voilà, le fait de chercher tous vos mots de passe en permanence et de pas vous rappeler s'il y avait un point d'exclamation ou pas à celui-là. Enfin, voilà. Donc, c'est quelque chose que nous, on utilise, c'est un coffre-fort numérique de mots de passe. Là, je vous présente un de ces coffres-forts numériques qui s'appelle Bitwarden, mais plein d'autres existent qui font en gros la même chose. C'est un coffre-fort numérique qui est sécurisé, donc rien à voir avec, par exemple, le navigateur vous propose d'enregistrer vos mots de passe. Là, c'est vraiment sécurisé. Ça fonctionne avec un mot de passe unique, donc vous allez débloquer votre coffre-fort avec le même mot de passe à chaque fois. Donc évidemment, il faut vous rappeler celui-là, mais après, c'est tout. Et donc, il vous propose, selon là où vous voulez vous connecter, il va vous proposer de remplir. Donc, vous pouvez le débloquer avec votre mot de passe principal. Et surtout, ça peut être utilisé pour toute votre équipe. Donc, nous, à Cora, on est 4. On a donc le compte de l'équipe avec des mots de passe partagés pour tout le monde. Et après, on peut mettre des accès différents pour chaque collaborateur. Donc moi, mes comptes, disons, que j'utilise que moi, plus perso, je vais avoir accès seulement moi, etc. Et ça permet aussi d'utiliser des mots de passe sécurisés, les mots de passe qu'on n'a jamais envie de mettre, qui nous proposent avec
fait, qui veulent rien dire avec plein de chiffres et de lettres à la fois. Et là, comme vous n'avez pas à vous en rappeler, ben, c'est assez pratique. Voilà. Donc voilà, petit conseil, si vous utilisez plusieurs plateformes, notamment de recherche, de marché, ça peut être, bon, ça peut vous aider pour y passer moins de temps aussi. Alors, on va regarder un petit peu aussi le détail des pièces dans les dossiers de consultation. Ça aussi, ça peut être un peu déconcertant des fois quand on télécharge le fichier zip. Quelle pièce ouvrez-vous en premier? Alors, tout dépend de ce que vous recherchez. En général, vous avez souvent des dossiers assez simples. Là, comme celui de gauche, vous allez avoir les pièces. Bon, ça saute un peu aux yeux. Le CCAP, donc CCAP, c'est Cahier des clauses administratives particulières, qui indique notamment les informations relatives aux dispositions sociales et environnementales. Le CCTP, c'est le cahier des clauses techniques participatives, donc c'est toutes les informations techniques attendues. Le BPU, c'est le bulletin des prix unitaires. Le CRT, c'est le cadre de réponse technique, qui est aussi attendu. Là, c'est sous forme de tableau. Et le RC, c'est le règlement de consultation. Et là, à droite, vous allez avoir un dossier un peu plus impressionnant. Euh, c'est de la peinture hein, sur les deux marchés. Et là, vous allez avoir donc différents lots, donc avec des annexes, des plans, euh, des actes d'engagement. Alors, si je me trompe pas, l'acte d'engagement, on n'est plus obligé maintenant de le signer quand on dépose une offre. L'acte d'engagement, c'est si on est notifié du marché, donc c'est si on est attributaire à ce moment-là, on doit le signer. Mais je crois qu'il y a des acheteurs qui continuent de le mettre dans les dossiers, ce qui alourdit les dossiers. Euh, il y a des chartes de signalétique sur les travaux, il y a des voilà, des chartes de chantier, etc. Des certificats de visite. Enfin, voilà. Tout dépend donc de ce que vous recherchez en premier. Donc, je ne sais pas si on a le temps d'échanger. En tout cas, donc comme je disais, ne pas être impressionné. Souvent, vous avez aussi des pièces que vous pouvez télécharger sur Internet, comme la déclaration du candidat numéro 1 et la déclaration du candidat numéro 2. Le DC2, c'est la déclaration de votre structure. Et le DC1, c'est la déclaration du groupement. Si vous répondez en co-traitance à plusieurs avec le mandataire qui figure. Donc, il faut différencier la candidature, les éléments de la candidature et les éléments de l'offre. L'offre, on est sur les prix, on est sur le mémoire technique et le BPU ou le DPGF. Alors, DPGF, c'est décomposition du prix global et forfaitaire. Quand vous êtes au forfait et vous n'êtes pas au prix unitaire. En gros, c'est ça. Et vous avez les pièces administratives du marché, règlement de consultation, CCAP notamment. Donc ça aussi, je pense que c'est important. Moi, j'ai souvent l'habitude d'aller directement voir le CCTP pour voir si c'est sentir un peu si le marché est accessible techniquement à la structure. Mais on peut aussi aller en premier sur le règlement de consultation pour aller voir les critères de pondération. Hein, vous avez prix, capacité technique, euh, capacité professionnelle. C'est quoi en général? Disposition peut-être un peu environnementale, sociale. Si vous avez un prix à 60%, c'est un peu compliqué. 70%, c'est rare, mais euh, ça reste quand même des ratios assez élevés de sélection sur le prix. Donc vous avez les critères d'attribution, la durée du marché sur le règlement de consultation, la date limite d'offre, etc. Date limite de remise des offres. Et le CCAP, comme je disais tout à l'heure, c'est pour identifier le passage sur l'insertion. Vous pouvez mettre CTRL F quand vous arrivez sur ce document qui peut être assez long, 30, 40, 50 pages. Tout en bas, en général, vous avez un paragraphe clause sociale. Donc, la clause sociale, voilà, vous avez souvent un certain nombre d'heures qui peuvent indiquer, c'est toujours bien quand le nombre d'heures est précis. Et vous avez aussi les modalités d'application, comme je vous disais. Là, c'est intéressant parce que la sous-traitance et la co-traitance sont en premier.
En général, on les trouve en dernier. Il y a une forte tendance à l'embauche indirecte et l'embauche directe. Donc là, c'est un peu inversé. Et puis surtout, on a le contact du facilitateur. Contact du facilitateur, je pense que c'est pas bête d'isoler le nom et le prénom de cette personne, où il travaille et quelles sont ses coordonnées, de les mettre de côté. Et voilà un petit peu. L'objet du marché aussi peut être très parlant. Il faut bien prendre le temps de bien le lire. Si vous ne le comprenez pas, ce qui peut arriver souvent, ou qu'il est trop long, c'est que potentiellement tout le dossier qui va suivre risque d'être très compliqué. Euh, Là, à droite, vous avez travaux de peinture dans différents bâtiments de Seine-Saint-Denis réalisés par un public en insertion professionnelle. C'est très parlant. Euh, donc, c'est un marché réservé. Vous avez à gauche aussi un marché réservé, accord cadre à bon de commande ayant pour objet la réalisation d'opérations de travaux de peinture et de revêtements muraux. Donc là, l'acheteur, il a été moins clair. Voilà, il faut aller dans le règlement de consultation, voir que c'est un marché réservé, à la partie marché réservé. Comme disait Naba, je crois, je sais plus si tu en parlais tout à l'heure, ou si on en parlait avant le webinaire, je sais plus. On en a parlé dans la fiche d'appel public à la concurrence. Voilà, Souvent, il y a une ouais, ligne de marché. Mais tout à fait, avec j'ai déjà AWS. des fois où vous faites un des par exemple, ça vaut le coup quand même d'aller voir dans les documents. D'accord. C'est ça. Donc voilà, c'est intéressant aussi d'encourager l'acheteur avec les éléments qu'on vous a communiqués sur le sourcing, lui dire qu'il peut tout à fait respecter les trois principes du Code de la commande publique en sourçant, c'est voilà, en informant tous les opérateurs aussi de son besoin, en passant par approche par exemple, etc. Et puis finalement de lui dire de simplifier aussi un dossier de consultation, euh, d'être précis dans l'objet, c'est tout à son honneur en fait, et ça, c'est concret, c'est ce qui est attendu aussi dans les spazeurs qu'on leur demande. Donc les spazeurs, c'est les schémas de promotion des achats socialement et écologiquement responsables. C'est un peu les plans d'action sur les ASER et où on demande aux acheteurs d'être précis, de donner des chiffres sur les marchés réservés, sur les dispositions, le nombre de marchés avec dispositions environnementales, le nombre de marchés avec dispositions sociales, tout ça étant lié avec les impératifs du plan national des achats durables aussi qui sont fixés par l'État aux acheteurs publics. Ah oui, on vous a mis un petit exemple ici. Je vous invite à faire le test, c'est assez pratique. Et il y en a peut-être qui l'utilisent déjà. C'est que, en fait, on va demander à une IA de trouver les clauses dans les pièces de marché. Comme on a montré un peu Mehdi, c'est des dossiers qui peuvent faire peur. Il y a plein de documents différents, sous des formats différents, avec souvent des dizaines de pages dans chaque pièce de marché. Et on ne sait pas forcément où trouver l'info. Alors, on peut ouvrir chaque pièce, faire des contrôles F, taper le mot insertion, etc. Et puis, on va au bout d'un moment trouver des clauses s'il y en a, par exemple. Mais voilà, ça va prendre un peu de temps, et puis surtout au début. Euh, donc, un truc assez intéressant à faire et assez amusant aussi, c'est donc on télécharge les dossiers de consultation des marchés qui nous intéressent. Donc on fait voilà, sa recherche de manière assez classique, on télécharge les dossiers de consultation. La seule chose à faire, c'est de les dézipper avant de les envoyer à l'IA. Donc on les dézippe manuellement. Et puis ensuite, on va télécharger toutes les pièces qui font partie de ce dossier dans la conversation. Ici, on a utilisé ChatGPT. Donc on va télécharger toutes les pièces dans la conversation avec ChatGPT. Et puis on lui pose des questions assez simples. On peut lui demander, première question, dis-moi s'il y a des clauses. Et vous voyez que là, il vous dit, oui, il y a à la fois une clause d'exécution sociale et à la fois un critère d'attribution lié à l'insertion. Ce qui est intéressant, et surtout si vous commencez un peu à faire de la veille et que vous n'en faisiez pas forcément avant, c'est qu'il va vous expliquer un peu ce que c'est que ces clauses et qu'est-ce qu'il y a derrière. Euh, voilà, il y a un autre exemple juste après, si tu veux passer, Mehdi. Euh,
Donc là, je lui ai demandé, est-ce que tu peux me dire si ce marché comporte des dispositions sociales? Il me dit que oui. Et il me dit, il n'y a pas de clause sociale d'exécution, mais par contre, il y a un critère d'attribution. Et après, il va me résumer. Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'obligation d'insertion dans l'exécution. Donc si j'ai le marché, je suis pas obligé de mettre en place des actions d'insertion, mais que mon offre va être évaluée en fonction de ma proposition d'action d'insertion. C'est assez intéressant parce que souvent, quand on tombe sur les clauses dans la rédaction des marchés, c'est pas forcément expliqué, c'est pas forcément clair en fait ce qu'on demande dans ces clauses. Et donc, moi, je trouve ça assez cool de ChatGPT parce que il peut vous expliquer tout ça. Alors attention, ça veut pas dire qu'il faut que tu y ailles seulement à une IA pour répondre. Une fois qu'on a ces infos-là, il faut aller quand même. Voilà, ça n'empêche pas d'aller lire les pièces de marché, évidemment. Mais en tout cas, ça peut vous faire gagner du temps, je trouve. Et puis, une fois que vous lui avez posé ces questions-là, c'est pas intéressant seulement pour les clauses, ça peut être intéressant pour les exigences de technique, enfin, ou plein d'autres informations que vous pouvez lui demander. Je sais pas si vous voyez les petits dossiers là qu'il met à la fin de ces phrases. Il y a deux, en fait, c'est des pièces jointes, quoi. Et c'est le document dans lequel il a trouvé cette information. Donc, vous pouvez aller facilement vérifier l'information qu'il vous donne. Voilà. Petit conseil, voilà, si vous voulez essayer, c'est assez pratique. On peut lui demander le pourcentage d'un critère ou d'un sous-critère. Il peut le restituer aussi. Ouais, bien sûr. Et si tu regardes d'ailleurs le slide d'avant, je crois qu'il disait que c'était à hauteur de 15% de la note. Voilà. Performance en matière d'insertion professionnelle des publics éloignés de l'emploi avec une pondération de 15%. Et à côté, il vous donne il vous vend le document où il a trouvé l'info. Et juste pour information, c'est vrai qu'il y a des fois, il y a des limites sur ChatGPT. Donc, quand vous mettez un document, vous ne pouvez pas dépasser un certain nombre de documents. Vous devez attendre le lendemain, ou bien même si vous n'avez pas le premium, vous ne pouvez pas en mettre, en tout cas, beaucoup. Donc, ce qu'on vous conseille aussi, c'est d'en mettre, mais voilà, pas beaucoup. Et essayer de le faire voilà, de temps en temps pour vous faciliter le travail. On sent les utilisateurs de ChatGPT. C'est assez en fait. Non, non, en tout cas, c'est d'actualité. Donc, Non, mais surtout, parce que te perdre et pas tout comprendre, et en fait, il ajoute vraiment des explications qui sont. Enfin, apparemment, il connaît assez bien en cause de social, donc il dit pas des conneries, quoi. ok. Mais évidemment, à vérifier hein, à chaque fois. Voilà. Et surtout, ne répondez jamais à un marché public sans avoir lu vraiment vous-même les pièces du marché. Euh, Là, c'est une petite proposition un exemple de procédure, en fait, des étapes de réponse à un marché. L'idée, c'est, OK, là, j'ai trouvé un marché qui m'intéresse, qu'est-ce que je fais, en fait? Si, en plus, c'est pas, voilà, si vous répondez pas habituellement à des marchés, ça peut potentiellement vous guider un peu dans vos décisions là-dessus. Déjà, quand on trouve un marché, c'est important de regarder si c'est un marché qui est en renouvellement ou pas que c'est une formation qu'on va avoir dans l'avis d'appel public à la concurrence. Il y a une ligne pour ça. Marché en renouvellement, oui, non. Parfois, c'est pas précisé, ça c'est vrai. Mais du coup, c'est intéressant de regarder ben, si c'est un renouvellement, à qui il était attribué avant. Surtout, voilà, si c'est un marché réservé, un marché d'insertion, par exemple. Et cette information-là, on va la trouver dans l'avis d'attribution qu'on va voir juste après. Donc l'avis d'attribution de l'ancien marché en fait. Euh, voilà. Donc j'ai trouvé un marché qui m'intéresse. J'ai donc téléchargé le dossier de consultation. Je vais réfléchir par rapport à voilà, toutes les pièces du marché. Est-ce que techniquement c'est faisable, etc. Selon voilà, les clauses sociales qu'il y a. Soit je me dis, eh ben, je peux répondre au marché seul, par exemple. Bah, trop bien, voilà, c'est ce qu'il y a en bas, je réponds au marché. Soit je peux pas répondre. Ça arrive très souvent, en vrai, de ne pas pouvoir répondre à un marché. Ce qui est intéressant, c'est de se demander pour quelle raison je peux pas répondre. Est-ce que, comme tout en haut, le marché ne correspond pas à mon activité? Ben, c'est pas grave. Là, je continue mes recherches.
Est-ce que c'est parce que, en fait, je pourrais répondre à ce marché, mais il n'est pas adapté à ma structure à cause de l'allotissement, à cause des exigences techniques, potentiellement des critères sociaux, des délais de réponse qui sont trop courts ou autres. Dans ce cas, ce qui est très intéressant, c'est de garder une trace de tout ça. À la fin, on va vous proposer d'utiliser un fichier de suivi pour ces marchés. C'est très intéressant en fait de garder une trace des raisons pour lesquelles vous ne pouvez pas répondre au marché pour pouvoir faire vos retours après aux acheteurs quand vous en avez l'occasion. Et pourquoi pas après rédiger vous-même des livres blancs. On sait qu'il y a certaines structures qui font ça pour que vous rendez accessible, pour dire en fait aux acheteurs, bah, voilà, vous voulez rendre vos marchés accessibles à une structure comme la mienne, voilà quelques conseils de rédaction. Voilà. Et donc le fait de tracer les raisons qui font que vous ne pouvez pas répondre de manière générale alors que le marché vous intéresse, c'est hyper intéressant, hyper important. Et puis on va aussi pas forcément s'en rappeler. Alors souvent oui, ça va être les mêmes qui vont revenir, mais ça, le critère prix est très important, voilà. Mais des fois, voilà, il y a des choses auxquelles bah, on va oublier tout simplement, ou on va s'arrêter sur un critère, alors qu'en fait, même si ce critère-là avait été bien rédigé pour nous, bah, en fait, il y en a d'autres peut-être qui n'étaient pas adaptés. Donc, voilà, c'est assez pertinent, je trouve, de faire ce travail-là. Voilà. Et enfin, donc, je peux pas répondre. Pourquoi? Bah, en fait, je peux pas répondre à toutes les prestations qui sont faites. Dans ce cas-là, eh ben, je peux essayer de trouver un ou des co-traitants ou de la sous-traitance, etc. Pour ça, voilà, soit vous en identifiez vous-même, soit les réseaux comme on est là pour ça, par exemple. Voilà. Et à la fin, vous pouvez répondre, par exemple, au groupement. Donc, c'est une proposition, hein. Bien sûr, il y a aussi d'autres issues, mais voilà. Emma, petite Oui. question là-dessus, sur la slide précédente, s'il te plaît. Je me demandais, donc tu disais pour voir un peu qui est l'attributaire du marché, est-ce que tu as une technique particulière? Parce que des fois, j'arrive à trouver, des fois moins. C'est quoi un peu tes recommandations là-dessus? Comme je disais, c'est dans l'avis d'appel public à la concurrence. Tu as une ligne renouvellement, marché en renouvellement, oui, non. Et après, tu vas voir l'avis d'attribution de l'ancien marché. Donc en fait, si c'est un marché qui est en renouvellement, c'est qu'il a été publié de toute façon, en général, 4 ans avant ou un peu plus. Et en fait, tu vas, par exemple, copier-coller l'objet du marché ou à peu près avec le même acheteur, faire ta recherche et là, chercher dans les avis d'attribution. Si tu veux, les avis d'attribution, c'est un truc qu'on présente juste après, si c'est peut-être pas clair pour toi. Ça, c'est sur BOAMP, hein, c'est ça? Ou Par sur... exemple, mais tu peux aussi les trouver ailleurs. Ok. Mais sur le BOMP, oui, t'as ça. C'est ça, et sur le JOUE, les deux Mhm. plateformes où tu peux trouver les avis d'attribution. Quand ils sont bien, quand les acheteurs acceptent de les renseigner, les avis d'attribution. Ah, si, on pas obligé. Faut qu'on se renseigne, mais Emma me dit oui. Ils sont obligés pour les procédures formalisées de dire à quel est Ouais. l'attributaire. Ouais, Mais c'est pas ça, pour les ouais. MAPA, quoi. Ok. Et par les mêmes canaux que le canal par lequel ils ont communiqué l'avis, enfin l'appel au Oui, marché. oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Si je retrouve pas un avis d'attribution pour un marché, c'est qu'il n'est pas encore attribué. C'est pas que j'ai loupé. Si c'est une procédure formalisée et que vous le trouvez pas, c'est pas normal. Après, oui, enfin, si ça fait longtemps, si ça fait quelques mois, oui, c'est probablement qu'il n'est pas publié. Ouais, ok. Ok. Alors, je vais passer rapidement sur cette slide, puisque je vois qu'on est Oui. en fait. Donc, pour présenter rapidement cette slide, donc là, c'est vraiment l'objectif aussi de la veille. Finalement, il n'y a pas que la veille. Il y a aussi le fait de développer des liens avec les acheteurs et les entreprises de son territoire. Et donc, vous pouvez faire plusieurs actions. Notamment, on peut passer par la communication avec la création de flyers, de plaquettes pour vos événements, par exemple, ou bien aussi un site qui est bien référencé,
peut être utile aussi, côté. Il y a aussi la participation aux événements. Donc, nous, on fait pas mal d'événements, enfin, au niveau du parti, mais aussi les réseaux. Et donc, par exemple, là, je suis sur la slide, donc c'est la semaine des ASEM. Voilà. Donc, pour souligner un peu le fait que c'est super important quand même de contact avec les acheteurs, déjà, ça va vous permettre de répondre plus facilement aux marchés qui sont publiés. Et eux aussi, de leur côté, ça va leur permettre de répondre mieux aux attentes des structures. Et puis voilà, pour au final, plus facile d'accès, en tout cas, des marchés. Voilà. Ouais. Et l'exemple qui est mis là, c'est donc la semaine des ASER. Il y a le lien vers la carte des événements. Et en fait, c'est une carte collaborative où vous pouvez voir tous les événements qui sont organisés dans le cadre de cette semaine. Donc, c'est une semaine mai. Tous les événements sur votre territoire où vous avez envie d'aller, mais vous pouvez aussi référencer votre événement. Donc, par exemple, si vous avez envie d'organiser une porte ouverte pendant cette semaine-là, et ben, c'est l'occasion de lancer ici. Vous pouvez, à cette occasion, inviter les acheteurs, les facilitateurs, les entreprises, enfin voilà, de votre territoire, par exemple, vous avez pu identifier dans des marchés ou pas forcément. Tout à fait. Il y a 2 événements là qui arrivent. Le 27 mars à Cergy-Pontoise, l'Open Map, des rencontres donc entre structures de l'ESS et acheteurs. Et puis durant la semaine des ASER en mai, il y aura un événement de grande ampleur organisé par la DRIEDS avec plusieurs, je pense plus d'une centaine d'entreprises qu'on est en train de mobiliser là, avec le GIP Maximilien, donc le Graphi, les canaux et la CRES. Voilà. Donc il faudra, on vous informera, mais il faudra vous rendre à ce temps-là, absolument, pour mettre en pratique tout ça. Et je précise juste que par exemple, sur les actions de com, il y a un accompagnement qui est gratuit pour toutes les structures d'insertion en Île-de-France pour vous accompagner sur votre communication. Donc, si vous avez des besoins là-dessus, n'hésitez pas à nous solliciter après ce webinaire. On va aller rapidement parce que Ouais. est déjà en retard. Donc, les avis d'attribution, on en a parlé, vous pouvez les trouver sur le BOMP. Il y a un filtre tout simplement, tous les résultats de marché, ça s'appelle donc les résultats de marché. Et donc, vous pouvez mettre avec des critères sociaux pour essayer d'aller répondre aux clauses des entreprises attributaires de marché. Voilà, là c'est un exemple. On voit le lauréat du marché, c'est le groupe SGP. Je vais regarder, le secteur, l'objet du marché, etc. Si je me dis que je peux me positionner sur sa clause, je vais essayer de contacter cette entreprise. De la même façon sur le joug. Donc là, on va chercher les résultats de marché sur le secteur de la blanchisserie en Île-de-France. Voilà, ça va me sortir les attributaires. Un petit exemple d'accompagnement qu'on fait à Cora, ça s'appelle l'accompagnement Codiag, c'est donc un diagnostic territorial. Et donc, on va vous faire ressortir sur une carte interactive, donc vous pouvez vous déplacer dessus, cliquer dessus. Et c'est donc toutes les entreprises attributaires de marchés closés sur un territoire défini sur des secteurs d'activité définis. Et ça vous permet après d'aller en fait, localiser plus facilement les entreprises attributaires de marchés closés sur les secteurs qui vous intéressent et puis d'aller potentiellement les contacter derrière. C'est un peu ça l'enjeu, c'est d'arriver à les contacter en fait. Donc, cette carte, c'est déjà une première étape, mais après, voilà. C'est à vous d'aller les contacter et on sait que c'est ça qui n'est pas toujours facile. Et oui, à la fin de la vision, on vous enverra, on va vous envoyer en tout cas les slides. Ok, donc là, comment on s'organise? Donc j'ai créé un fichier, une base de données par rapport à la veille des marchés. Alors donc là, on va vraiment passer rapidement dessus. Donc là, vous pouvez voir déjà le statut, la priorité finalement du marché, c'est assez important pour vous. Inscrire le nom de la personne qui a fait cette veille.
Ensuite, la date de publication, la date limite, bon, voilà, toutes les informations en tout cas qui concernent le marché et que vous pouvez trouver sur les différentes plateformes. Ensuite, vous pouvez aussi voir voilà, le département et ce qui est bien, c'est qu'on peut sélectionner plusieurs départements en même temps. C'est intéressant de ne pas être limité. Ensuite, il y a aussi le l'exécution, voilà, l'investissement, les dispositions environnementales, enfin, voilà, toutes les informations pardon, spécifiques quand même au marché, assez importantes, surtout à renseigner sur ces tableaux-là. Et je pense qu'il est très utile aussi. Donc, il y a aussi la pondération sur l'attribution qui est assez importante quand même à renseigner. Donc là, on peut voir le prix, la valeur technique, l'environnement. C'est vraiment toutes les informations que vous pouvez retrouver sur la plateforme assez facilement. Et je fais aussi des colonnes co-traitance, sous-traitance. Donc là, c'est vraiment sur des besoins sous-traitants. Vous pouvez le renseigner sur le tableau. Ensuite, il y a un souscrit que je vais suivre, c'est suivi, contact, acheteur et facilitateur. Donc là, c'est assez ludique, vous avez juste à cliquer sur le statut, savoir si vous devez contacter ou pas cet acheteur ou quand même cet facilitateur. Et toutes ces informations-là, les désirs sont renseignées sur les différents documents qu'on a pu vous présenter. Donc voilà, donc j'ai mis date 2, au cas où il y a une relance. Après, vous pouvez quand même ajouter des colonnes. Donc voilà, c'est exactement le même système pour le contact du facilitateur. Ensuite, il y a l'analyse du dossier de consultation numérique, donc DCE. Vous pouvez renseigner tous les documents que vous avez consultés, dont l'accès par exemple, mettre un petit commentaire si besoin. Pareil pour le CTAP et le CCTP. Et ensuite, il y a le document, donc finalement, tous les documents, les pièces administratives, techniques, financières que vous pouvez renseigner. Donc, vous avez juste à mettre, c'est déjà présent, vous pouvez mettre OK ou bien mettre ici, donc supprimer la case. Voilà. Après, il y a quand même une évolution au niveau du fichier. Donc voilà, donc aussi vous voyez des petites modifications. Et enfin, il y a l'attribution du marché, donc savoir si vous avez remporté ou non le marché, le motif que vous pouvez retrouver sur le site. Et ensuite un commentaire si vous faire sur ce marché. Merci beaucoup, Naba. Effectivement, c'est hyper intéressant de tracer toutes ces informations pour s'y retrouver, pour nourrir aussi ces échanges avec les acheteurs des collectivités, de vos collectivités, et de vous sentir plus légitime voilà, en étant plus informé. Vous pouvez conseiller les acheteurs et leur faire des retours. On vous enverra ce document, puis on peut même peut-être l'utiliser nous. Nous, on a une autre version un peu différente. Mais en tout cas, c'est très bien d'avoir justement toutes les pièces et savoir ce qu'on a rempli, ce qui manque. Là, il manque justement le mandat de la délégation de pouvoir. Là, il va manquer telle signature des co-traitants, etc. Donc, ça permet de savoir comment on avance aussi. Voilà, on peut peut-être arrêter. Je crois que c'était la dernière slide. Ah, pardon, je suis allé trop vite. Je remets. Je suis désolé. Finalement, c'est juste une petite parenthèse sur la fréquence. Donc, finalement, la fréquence idéale, après, entre guillemets, c'est bien sûr en fonction finalement, comment vous pouvez pas répondre au marché, voilà, dans toute affaire de la veille. Donc, nous, on vous conseille, on vous recommande une fois par semaine. Notamment, voilà, une heure par semaine, c'est déjà bien. Et on remarque qu'il y a quand même la plupart d'entre vous, enfin, la moitié, oui, qui répondent tous les jours, voire une fois par semaine, enfin, qui tiennent, pardon, des veilles, en tout cas, une fois par semaine, tous les jours. Donc, ça, c'est super bien. Et une moitié qui répondent, voilà, 2 fois par semaine, 1 fois par mois, et ça va jusqu'à 2 fois par an, dans la semaine. Et voilà, on vous conseille, comme je viens de le dire,
faire de la veille un peu plus régulièrement. Et surtout, voilà, si vous pouvez en faire un peu chaque jour, c'est toujours mieux. Et c'est aussi comme ça que vous allez vous sentir plus à l'aise en faisant régulièrement. Vous aurez moins peur de tous ces documents, toute cette complexité administrative. Au fur et à mesure, vous allez vous y retrouver, piocher les informations rapidement et trouver, on espère, des opportunités, puisque c'est ça aussi le but. Et c'est un exercice qui peut être aussi intéressant, challengeant. Euh, On peut prendre encore 2 minutes si vous avez des questions. Alors nous, c'est un premier format de webinaire qu'on n'avait jamais réalisé, donc on espère que ça vous a été utile. N'hésitez pas à nous le dire, à nous faire vos retours pour qu'on puisse l'adapter. Si on en refait un dans 2 mois, parce qu'on sait que malheureusement, il y avait un autre webinaire à 14 heures où pas mal de structures d'insertion aussi sont allées, donc on a sur l'accès au Fonds social européen. Donc on était un peu embêté, mais c'était pas plus mal parce qu'on était en petit comité. Donc je vous laisse nous faire des. La parole est à vous là si vous souhaitez intervenir. Merci en tout cas, et c'était intéressant. Nous, c'est la première fois qu'on suit un webinaire avec vous. En tout cas, c'était pas mal parce que ça nous a refait un point sur les plateformes. C'est vrai que nous, on fait de la veille, mais peut-être on peut quand même améliorer un peu les choses. Euh, En tout cas, c'était intéressant comme format parce que c'est court, mais en même temps, c'est du concret. Et, euh, et voilà, nous, on attend avec impatience les prochains webinaires. Et on s'est inscrit pour la journée du 27 mars, je crois, à Cergy. Et Oui, voilà, on est content de pouvoir un peu travailler sur ces sujets parce que c'est vrai que c'est assez complexe pour une structure, même à l'âge, c'est gros, mais c'est quand même, les marchés, c'est quand même assez important pour ce type de structure. Et voilà, on est content d'avoir appris des trucs. Merci en tout cas. Et du coup, moi, j'ai une petite remarque. Alors, c'est vrai que le nom du webinaire, c'est optimiser votre veille. Et pour moi, c'est pour les personnes qui connaissent un peu déjà les outils et les marchés. Du coup, c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'informations assez générales que, pour ma part, je connaissais déjà et qui m'ont paru un peu redondantes dans ce sens. Et moi, je suis dans le secteur du numérique et c'est vrai que j'aurais bien aimé voir des recherches euh, ciblées par type de métier et peut-être que dans le questionnaire avant le webinaire, peut-être ça aurait été bien d'ajouter une catégorie métier. Je sais plus si elle y était, mais voilà, pour axer la présentation sur les cœurs de métier des entreprises qui participent à ces webinaires. Parce que du coup, moi, je suis un peu en manque du coup face à ce webinaire. J'aurais voulu que ça aille plus loin, plus d'exemples concrets. Euh, Quels sont les bons mots-clés? Peut-être que moi, je vois pas trop les bons mots-clés. Enfin, du coup, on a fait une petite partie, mais c'est vrai que moi, j'utilise peu les mots-clés. Peut-être avoir des exemples, plus d'exemples concrets en fait. Voilà, pour voir, vous voyez, on a trouvé qu'il y avait des marchés avec ce mot-clé, peut-être que vous l'utilisez pas. Voilà. Et peut-être aussi dans le questionnaire de départ, peut-être quels mots-clés vous utilisez déjà, et comme ça, après, ça permet, enfin, c'est vrai que ça fait un travail de recherche pour vous, mais du coup, ça permettrait d'aller plus loin. Voilà. Mais c'était très bien. J'ai appris des choses, j'ai eu de nouveaux outils de recherche. Voilà, je suis quand même satisfaite. Moi, j'avais juste une question. oui. Je voulais juste revenir sur l'événement à Cergy qui a lieu fin mars. C'est quoi exactement? Parce que j'ai pas bien saisi en fait ce que c'était. Oui. Alors, c'est une journée donc autour de l'achat socialement écologiquement responsable, où là les structures de l'ESS sont invitées et des acheteurs du territoire du Val d'Oise, mais aussi au-delà en Île-de-France. Et donc le matin, c'est plutôt des tables rondes et des ateliers, un peu comme là, comment on accède à un appel à un marché, comment on encourage la co-traitance et des sujets un peu assez précis. Et l'après-midi, il y a des rendez-vous d'affaires, des speed meetings, des tables, voilà, des structures de l'ESS qui vont rencontrer des acheteurs. D'accord. Et c'est quelque chose qui est ouvert à tous ou c'est Oui, oui, c'est ciblé? ouvert.
Ok. C'est ouvert à tous, hein. Et on a Géraldine ici de Voix 95 qui participe à l'organisation d'ailleurs. D'accord, ok. Et c'est parce que par quel moyen est-ce qu'on peut éventuellement du coup se renseigner? Enfin, parce que j'essaie de regarder sur Google, j'ai rien trouvé. Du coup, quand on met Open Map, Sergi, ça donne rien sur Google. Faut Ouais, que, c'est. faut que je Je vous diffuse, transfère l'invitation. faut que je diffuse aux structures de l'IAE du Val d'Oise et je diffuserai à Catherine de Laforge l'information. Super, parfait. Très bien. Si elle a l'information, c'était surtout pour elle, parce que moi, je n'aurais pas trop ma place, mais effectivement, je pensais à Catherine qui pourra y aller. Merci beaucoup. Et c'est dur d'être très précis parce que les autres, ça peut ne pas forcément les intéresser le numérique. Mais en tout cas, il y a le GT, je crois que c'est demain après-midi en Seine-Saint-Denis. Alors, je sais plus chez qui, et si le groupe de travail, pardon, avec animé par un Céréco et Juliette, Oui, oui, j'y vais, oui. Oui, qui oui, en je suis au prépare. carré. C'est tout à fait un sujet aussi qui peut être développé en petit comité avec différentes structures. auxquelles, Oui, en effet. Très bonne Ouais, idée. comme c'est ce cycle de webinaire, ça s'adresse vraiment à toutes les structures, les SIAE en Île-de-France, donc c'est dur quand même de s'adapter à tout un expert en des thématiques assez précises, quoi, mais en tout cas, merci. De toute façon, je vous envoie le support. C'est un webinaire qui est enregistré, donc si besoin, vous aurez le replay. Et on vous envoie également l'outil qu'a présenté Naba à la fin. Et on est bien sûr disponible si vous avez des questions, si vous voulez approfondir certains sujets, si vous avez besoin d'être accompagné sur certains marchés. Voilà. Ok. Et ben, merci beaucoup à Emma aussi et à Naba pour l'organisation et le travail. Et on vous dit à bientôt. Pour les autres événements, on ne manquera pas de vous les adresser. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Bon après-midi.